Salut à toi, on se retrouve donc dans cette vidéo de présentation dont le but c'est de t'expliquer concrètement ce que c'est la réathlétisation. Donc le but pour toi en tant que sportif qui est probablement blessé ou qui est très intéressé par savoir ce que c'est la réathlétisation, c'est tout simplement de comprendre en quoi ça consiste et pourquoi malheureusement aujourd'hui le sportif amateur n'a pas accès à ça et que ça doit absolument changer et que je vais te présenter les raisons de pourquoi ça doit absolument changer en tant que sportif blessé aujourd'hui, que tu sois amateur, un sportif qui commence à toucher un petit peu au sport de haut niveau, pourquoi tu dois mettre en place les mêmes processus que nous on applique dans le sport de haut niveau. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Premièrement, réathlétisation, c'est peut-être la première fois que tu entends ce mot-là, et c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, dans le sens où c'est une bonne nouvelle parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas enfin comprendre à quoi ça te sert et qu'est-ce que ça peut t'apporter. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, c'est quelque chose qui n'est utilisé que dans le haut niveau. Et si tu as jamais entendu ce mot-là, c'est aujourd'hui que probablement ta blessure ou ton retour depuis ta blessure, ça s'est pas forcément bien passé, voire mal passé, parce qu'il y a des étapes, notamment cette étape-là qui est la réathlétisation, qui a été sautée. Donc on va voir un petit peu à travers cette vidéo plusieurs choses. Je te présente rapidement le sommaire. On va voir ce que j'appelle le trajet, c'est concrètement la roadmap, le trajet que tu dois effectuer de l'étape 1 à l'étape terminale pour passer d'un état de blessé à un état de performance. Parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse un sportif concrètement, c'est une fois qu'il y a eu la blessure, qu'on ne peut pas éviter au cours d'une carrière, qu'elle soit amateur ou professionnelle, c'est de pouvoir revenir à un niveau pour pratiquer son sport qui soit au minimum le même qu'avant la blessure, mais idéalement, et on va en parler dans cette vidéo, un niveau supérieur, quand on parle de niveau supérieur, sur le côté. Donc, la première chose à comprendre, c'est que la réathlétisation, c'est pas le même métier, c'est pas la même chose. Les deux sont indissociables et les deux doivent être mis en place, et on va comprendre pourquoi au cours de cette vidéo. La kiné, bien évidemment, c'est le passage donc de blessé à non blessé. C'est la première chose, c'est la première étape qui vient après la chirurgie s'il y a eu une chirurgie, et c'est l'étape probablement effectivement la plus importante. Car même moi en tant que réathlétisateur, si je récupère des sportifs qui ont mal été suivis par des kinés, qui ont été suivis par des kinés ou qui n'ont pas du tout fait de kiné, le travail est certes réalisable et possible, mais beaucoup plus complexe. Donc le but du kiné, encore une fois, c'est de t'aider à marcher sans boiter, ne plus avoir mal, retrouver une mobilité qui est classique, qui est normale, et ça il le fait très bien, et c'est son travail, et il s'arrête là. Le but de la réathlétisation, c'est différent. C'est de passer de ce qu'on appelle l'état de non blessé à l'état de prêt à jouer ou à ce qu'on appelle l'état de performance. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, pour t'expliquer, tu peux très bien être quelqu'un qui n'est pas blessé et pour autant ne pas être prêt à performer. Concrètement, demain, on imagine une personne légèrement en surpoids, qui fume, qui est sédentaire, qui est alcoolique. Prenons un exemple certes un petit peu extrême, mais ces personnes-là existent. Si je leur demande d'aller faire un marathon, qu'est-ce qui va se passer? Outre le fait qu'ils vont probablement pas le finir, il y a de très fortes chances qu'ils se blessent. Pourtant, ces sportifs-là, en tout cas ces personnes-là qui ont décidé de faire le marathon, et il y en a qui s'inscrivent, il y en a tous les ans qui font ça, n'ont pas eu de blessures en antécédent qui ont amené à cette blessure. Ce qui ont amené à cette blessure, s'ils essayent de faire un marathon, c'est qu'ils aient tout simplement soit déconditionnés, soit non conditionnés à effectuer ce qui va se passer là. Mais pour le blessé, c'est la même chose. Un blessé, une fois qu'il a eu sa blessure, s'il fait seulement la kiné et qu'il revient à un état de non-blessé, si on réintroduit son sport avec une pratique régulière et intense sans avoir fait l'étape de réathlétisation, eh bien c'est la même image que le sportif sédentaire, alcoolique, qui fume, qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui se remet à un marathon. Le risque de blessure, il est super important. Donc c'est un petit peu ce qui est représenté ici dans cette courbe, d'accord? L'étape de blessé, non blessé, à prêt à jouer. Et toi, ce qui t'intéresse en tant que sportif, si tu es sportif qui a eu une blessure ou qui est blessé à l'heure où tu regardes cette vidéo, c'est ça qui t'intéresse. C'est passer de cette étape de non blessé à cette étape de prêt à jouer, prêt à performer, sans risque de blessure ou avec le moins de risque de blessure possible et avec le meilleur niveau de performance possible. Qu'est-ce qui fait la différence entre une rééducation avec ou sans réathlétisation? La première chose et la chose la plus importante, ce qui fait la base d'une bonne réathlétisation, le fait de mesurer les choses. On ne fait rien au feeling, au ressenti. Il y a beaucoup de sportifs qui reprennent et qui vont reprendre en disant « je me sens bien, j'ai plus de douleur, il n'y a plus de problème depuis que j'ai fini ma kiné, je suis ok, je peux être capable de reprendre mon sport ». Ça, c'est une erreur capitale et majeure qui est souvent, dans les sportifs amateurs, trop souvent commise. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir, si on se fie au feeling, justement, qu'on n'a pas de données chiffrées, factuelles, mesurables, si le corps est réellement capable d'assumer, comme je te disais tout à l'heure, les contraintes que ton sport
va appliquer à ton articulation, à ta zone blessée. Donc le premier but de la réathlétisation, c'est d'avoir des chiffres comparés, vérifiables. Donc on quantifie chaque capacité et on la compare à une référence. Soit à des références intrapersonnelles, donc à des références si tu avais des mesures avant, ce qui n'est malheureusement que très rarement le cas des sportifs amateurs. Dans le monde professionnel, on fait souvent des tests en début de saison pour tous les sportifs ou les années précédentes, ce qui nous permet d'avoir, quand il y a une blessure, d'avoir des valeurs de référence pour savoir s'ils sont bien remis à leur niveau normal, si je puis dire. Mais il y a des valeurs, justement, dans la littérature scientifique qui permettent, si tu n'as jamais fait de mesure à T0, d'avoir une mesure à T1 et de te comparer à une norme de la société, donc quelle que soit la population, des populations de sport amateur ou des populations de sport de haut niveau. Donc, il y a eu un grand changement de paradigme en réathlétisation. Il y a 10-15 ans, on était, en tout cas même dans le sport de haut niveau, ça a évolué. Le problème, c'est que le sport amateur suit un petit peu les tendances du sport de haut niveau, mais avec beaucoup de retard, dû à des manques de compétences et de moyens évidents et classiques. Donc la traumatologie sportive a officiellement basculé, comme je te le dis. Avant, on réparait seulement la lésion. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'ingénierie de la performance humaine. On n'est plus juste dans un objectif de recoller un tissu en attendant que ça tienne et qu'on puisse reprendre le sport. Aujourd'hui, on reconstruit une machine, on valide chacune de ses fonctions avant de la remettre en charge. C'est-à-dire que concrètement, l'objectif, c'est de faire en sorte de dire « Ok, on a guéri le tissu, il y a eu une opération, ou pas, mais le tissu a été guéri avec le temps. Mais encore une fois que le tissu est guéri, il faut le remettre dans des capacités, lui redonner toutes les capacités dont il a besoin pour assumer l'activité sportive, qu'elle soit light ou intensive comme les sports professionnels. » Avant de continuer sur les 5 piliers de l'évaluation, je me représente pour ceux qui sont arrivés ici et qui n'ont jamais vu de vidéo de moi auparavant. Moi, c'est Tristan, je suis préparateur physique en réathlétisation depuis 7 ans dans le sport de haut niveau. Et aujourd'hui, en tout cas, mon objectif, c'est de rendre accessible aux sportifs amateurs la même qualité qu'on met à disposition des sportifs professionnels pour faire de la réathlétisation. Concrètement, mon objectif, moi, depuis 7 ans, c'est d'accompagner après la kiné, généralement en travail, c'est-à-dire connexe avec le kiné. Dans les pratiques de haut niveau aujourd'hui, il n'y a pas de pôle stricto sensu, c'est-à-dire que concrètement, moi, je suis en communication constante avec les kinés quand je fais de la réathlétisation et les kinés, quand ils font de la rééducation, ils sont en communication constante également avec moi pour qu'on sache précisément les besoins du sportif, là où on doit aller, comment qu'il en soit. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner des sportifs amateurs pour leur permettre de retrouver leur meilleur niveau de performance après une blessure. Retournons à nos moutons, les 5 piliers de l'évaluation. Donc quand on fait un mécanisme complet d'évaluation, voilà tout ce qu'on va avoir. On va mesurer la force d'une manière globale, plusieurs niveaux, plusieurs détails dans la force, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on va mesurer la force, on va mesurer le contrôle postural et la proprioception, qui sont des notions capitales pour avoir une articulation qui est solide à un retour au sport. Tout ce qu'on appelle la pliométrie et la biomécanique de l'atterrissage. Donc la biomécanique de l'atterrissage, c'est tout simplement vérifier à l'œil, et non pas à l'œil nu justement, mais via des systèmes automatisés sur des smartphones ou d'autres applications, que l'articulation est capable d'avoir un niveau de contrôle suite à des atterrissages qu'on retrouve très généralement dans les mouvements sportifs, qui est suffisant pour permettre aux sportifs justement, donc à toi après une blessure, de dire ok, on est en sécurité et l'articulation ne risque rien, ou en tout cas un risque le plus minime possible. Enfin, la pliométrie, c'est tout simplement des contractions très rapides qui enchaînent tous les types de contractions. On peut appeler ça des sauts, mais tous les sauts ne sont pas de la pliométrie, mais pour un souci de simplification, on va appeler ça les sauts aujourd'hui. Donc ensuite, il y a la préparation psychologique qui est tout aussi important que la préparation physique. La préparation psychologique, donc la psyché, l'évaluation donc de ce qu'on appelle la kinésiophobie, du fait que ton cerveau bloque certains accès à l'amplitude, certains accès à des capacités physiques pour protéger ton articulation, qui est normal en début de blessure, mais quand ça perdure dans le temps pour certains sportifs, ça peut être problématique et c'est très problématique. Donc ça, on l'évalue aussi. Et enfin, évidemment, la progression par critères, dont on va parler tout à l'heure, qui permet concrètement de savoir précisément comment on évolue sur la progressivité de tous ces critères-là qu'on vient de présenter. Donc comme je te le disais tout à l'heure, le pilier numéro 1, on ne juge pas à l'œil. On ne veut rien juger à l'œil, on a des chiffres. D'accord ? Donc il y a quelque chose qu'on appelle le LSI. Le LSI en anglais qui veut dire Limb Symmetry Index, ou l'index de symétrie des membres en français. Tout vient de la littérature scientifique qui est donc le langage international anglais.
Ce qu'il faut savoir, c'est que on vérifie toujours la force des deux membres. Quand on est blessé, par exemple, au côté droit, on ne va pas mesurer uniquement le côté droit. Ça serait une erreur, parce qu'on veut comparer au membre sain. Donc on fait une comparaison du membre lésé au membre sain, et on a un seuil minimal aujourd'hui dans le sport de haut niveau qui est un seuil de 90%. C'est-à-dire qu'on doit avoir une récurrence de 90% entre la jambe lésée et la jambe saine. Au niveau élite, aujourd'hui, on est entre 95%, et il faut faire attention à ça. Donc le gold standard, pour mesurer la force de ces certains membres, c'est ce qu'on appelle l'isocinétique. C'est des choses qu'on retrouve généralement dans des cabinets de kiné ou dans des clubs de sport de haut niveau ou alors dans certains instituts médicaux. Ce n'est pas forcément accessible à tous les sportifs amateurs. Il y a d'autres moyens de faire en sorte d'utiliser ça parce que le LSI peut être utilisé pour plein de référentiels. Moi, quand je fais mes batteries de test à distance avec des sportifs qui soient amateurs ou de haut niveau, on n'a pas toujours accès à de l'isocinétisme et c'est pas grave. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, en tout cas moi je le recommande quand c'est possible dans la région pour les sportifs et qu'il n'y a pas 3 mois d'attente pour avoir un rendez-vous aussi, parce que malheureusement ça arrive, d'aller faire un test ISO qui nous permet d'avoir des données claires, simples et concis sur la capacité du membre lésé versus le membre sain à effectuer des mouvements sportifs. Évidemment, un LSI à 90% peut mentir. Donc encore une fois, le LSI, de comparer la force du membre droit et la force du membre gauche, même si on a 100%, voire 95, voire 100% de récurrence entre les deux membres, si la valeur de base est insuffisante, je vais prendre un exemple très concret, si on demande de forcer au niveau du quadriceps à un sportif et qu'il est capable de générer que 10 kg des deux côtés, même s'il a 100% de LSI, donc une valeur entre le côté lésé et le côté sain qui est significativement le même, eh bien ce n'est pas suffisant parce qu'évidemment un sportif qui est capable de générer seulement 10 kg avec son quadriceps, même si l'exemple est volontairement extrapolé, tu comprends bien que ce n'est pas suffisant. Il va falloir faire en sorte de connaître ces bases-là, et moi c'est mon métier, de connaître par rapport aux besoins du sportif. Ok, un sportif qui fait des changements de direction, il a besoin de générer au minimum, je prends un chiffre hypothétique encore une fois, 85 kg par rapport à son poids de corps, pour pouvoir effectuer des mouvements sportifs en sécurité. Donc le LSI ne veut pas tout dire, mais il est très important. Enfin, on teste, donc dans le pilier 2, le contrôle postural et la proprioception. Pour les jambes, il en existe des similaires pour le haut du corps, donc les membres supérieurs, mais on a ce qu'on appelle le Star Execution Balance Test. Ce test-là, il est simple, c'est-à-dire que le but, c'est de tester la capacité du sportif à bouger, faire des mouvements normés, donc dans des situation définie au préalable, et regarder la qualité de mouvement, si le corps est capable, si le cerveau est capable de contrôler le corps, s'il y a des compensations ou pas, et s'il y a de manière vraiment visible une différence en termes de contrôle-latéralité entre les deux membres. Enfin, on a les tests pliométriques et de la biomécanique de l'atterrissage. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs façons de le tester. La première façon de le tester, c'est des sauts qu'on appelle des sauts simples. Donc le but, c'est d'effectuer le plus de distance possible. Comme toujours, on teste les deux membres de manière opposée, le membre sain et le membre lésé. Les sauts croisés, donc des sauts qui représentent un petit peu plus ce qu'on va avoir sur des sauts de changement de direction, et des triples sauts avec enchaînement qui vont représenter plus des capacités de créer de la vitesse et de créer de la puissance. Et enfin, on a des tests chronométrés d'accélération avec changement de direction qui permettent aussi de connaître concrètement si la partie blessée du sportif est plus susceptible d'être reblessée que la partie qui est non blessée. Donc avec ça, on va avoir toujours ce seuil LSI de 90%, dont l'objectif est encore une fois insuffisant à lui seul, d'accord ? Ce qui compte, c'est la qualité et la quantité. Il y a une dernière chose, c'est évidemment la qualité, comme je viens de te le dire, et pour la qualité, on a besoin de regarder avec des systèmes de visualisation, avec des applis de visualisation, qui nous permettent de faire une évaluation qualitative si le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle neuromusculaire, est correct. Donc on va regarder à l'atterrissage si le sportif est capable de valider, pendant combien de temps il est capable de valider l'atterrissage. Il y a un contrôle moteur qui est présent ou pas, si le genou, pour parler du genou, il s'affaisse vers l'intérieur. Voilà, toutes ces zones biomécaniques-là vont nous permettre de savoir précisément si l'aptitude physique, pour savoir si le sportif il a les aptitudes physiques ou non, de reprendre son sport. Pilier numéro 4, la préparation psychologique. La tête décide autant que la jambe, c'est super important. Il y a ce qu'on appelle des échelles
ACL RSI ou des échelles RSI. ACL, c'est pour le ligament croisé antérieur, mais ça peut être pour toutes les zones du corps, qui vont permettre d'évaluer la confiance, la peur et la motivation liées au retour au sport. On a aussi l'échelle de Tampa, qui est l'échelle de la kinésiophobie, qui évalue la peur du mouvement en elle-même, donc d'une manière globale. Et enfin, on a le score IKDC, qui est une fonction subjective globale du genou. Ces tests-là, ils peuvent et ils nous permettent de savoir si le sportif, outre physiquement, si psychologiquement, il se sent apte à effectuer tous les mouvements. Et le but, ce n'est pas de, en tant que sportif, parce que souvent il y a des sportifs qui se disent ok, il faut que je mette 100% à tout pour avoir un score qui est le plus vert possible, donc ils se mentent à eux-mêmes. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Au contraire, le but, moi, en tant que réathlétisateur, c'est de voir que le score, il y a plutôt de la peur sur tout ce qui va être changement de direction à haute vitesse. Ok, mais ça va nous permettre concrètement de travailler par rapport à ces critères-là, de se dire, ok, le sportif, il a aujourd'hui physiquement des capacités qui sont correctes pour travailler sur des faibles vitesses, par exemple, mais il a peur de travailler à haute vitesse. Eh bien, mon but, ça va être de travailler avec le sportif, de l'exposer graduellement à ces contraintes-là, et pas brutalement, ce qui va permettre une habituation du système psychologique autant que du système physiologique pour pouvoir reprendre en sécurité en pratique avec des étapes de progressivité. Donc, encore une fois, la phase précédente, c'était la rééducation. Ensuite, on a les critères de validation avec 4 conditions à valider. Donc, la flexion du genou, l'extension complète, 0 épanchement articulaire, 80% de LSI en termes de force de quadriceps. Ça, c'est l'exemple du genou. Okay. On pourra, une fois qu'on a tout ça, reprendre la course, etc. En fait, entre chaque phase, il y a ce qu'on appelle des sorties et des portes d'entrée. Donc, chaque porte de sortie nous donne accès à une nouvelle porte d'entrée, qui nous donne accès à une nouvelle porte de sortie, qui nous donne accès à une nouvelle porte d'entrée. Donc la dernière porte de sortie et la dernière porte d'entrée étant le retour à la compétition. Donc avant le retour à la compétition, on aura un retour à l'entraînement intensif. Avant le retour à l'entraînement intensif, on aura un retour à l'entraînement sans intensité, etc. Pourquoi moi, aujourd'hui, j'accompagne également des sportifs amateurs ? La réalité du terrain, et ce sont des chiffres validés scientifiquement, c'est que 20%, moins de 20% des protocoles utilisés sur le terrain s'appuient réellement sur des critères cliniques et biomécaniques. Ça se base malheureusement uniquement sur des valeurs temporelles. Alors les valeurs de temporalité sont super importantes. Effectivement, quand on a une rupture du ligament croisé antérieur, on ne peut pas reprendre au bout de 2 mois. Il y a peut-être certaines personnes sur le réseau qui vont vous vendre des miracles, oui, retour en 2 mois après rupture du ligament croisé antérieur. Il y a des critères biologiques de guérison qui font que le minimum c'est 6-7 mois pour certains sportifs. Dans la majorité des cas, pour une rupture du ligament croisé antérieur, c'est de 9 à 12 mois. Voilà, ça c'est des chiffres biologiques, le temps de guérison du greffon. Donc quand il y a eu une opération, c'est le temps de guérison. Et hormis s'il y a des processus externes de dopage ou autre, et encore c'est quelque chose de très complexe, il n'y a pas moyen d'accélérer ça. Par contre, c'est pas parce que quelqu'un a attendu ces fameux 6 mois qu'il est obligatoirement apte pour reprendre son sport. Et ça, malheureusement, c'est uniquement ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que le sportif amateur, on va le voir, on va lui dire « Ok, monsieur Dupont, vous vous êtes fait opérer au mois numéro 1, au mois numéro 6, ça fera 6 mois, vous pouvez reprendre parce que les critères, c'est 6 mois. » Problème, c'est que peut-être monsieur Dupont a très mal fait sa kiné, avait peut-être des déficits qui ont fait qu'il s'est blessé aussi avant sa blessure, et quand il va reprendre, il va avoir beaucoup de risques de se blesser. A contrario, si on prend monsieur Paul, lui va attendre ces fameux 6 mois, mais avant ces fameux 6 mois, il aura fait de la kiné intensément, il aura fait de la réathlétisation, et peut-être qu'au bout de 6 mois, avec les tests qu'on est en train de faire en réathlétisation, on va se rendre compte qu'il n'est pas encore prêt à assumer les réceptions. Sauf que dans son sport, il y a beaucoup de réceptions. Donc nous, on va dire, malheureusement, on va pouvoir reprendre une seule partie de ton sport, et certaines parties, notamment la compétition, on va devoir entendre X semaines en fonction des résultats, pour travailler spécifiquement sur le déficit en question, et t'amener au meilleur niveau possible. Et là seulement, on fera reprendre monsieur Paul au meilleur niveau possible, dans les meilleures conditions possibles pour éviter les blessures. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une batterie de tests, en tout cas j'en ai plusieurs, en fonction de la zone qui est blessée, où on va avoir un scoring donc et physiologique qui vont nous donner un score sur 160. Ce score-là, il veut tout et rien dire. Évidemment, quelqu'un qui est plus proche du 160 a plus de chances de retourner au sport. Quelqu'un qui est plus proche du 0 a moins de chances de retourner à son sport.
À l'instant du test, attention évidemment. Sauf que quelqu'un qui a par exemple ici, je te l'ai présenté 140 sur 60, c'est pas forcément signe qu'il peut absolument reprendre. Pourquoi? Je t'ai mis ici des petits exemples avec des couleurs. Si cette personne a des seuils qui sont dans le vert, donc vert correspond à OK, orange correspond à zone attention et le rouge correspond à zone de danger. S'il y a sur 6 critères, 5 critères qui sont dans le vert et un seul critère dans le rouge, l'athlète n'est pas prêt à reprendre la compétition ou à en reprendre son sport à haut niveau avec des niveaux d'intensité très élevés. Pour la simple et bonne raison qu'il y a quelque chose dans le rouge. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte que le sportif, quand il reprenne avec tout dans le vert, pour être sûr et certain, en tout cas mettre le maximum de chance, parce que le risque de zéro n'existe pas, et si quelqu'un te vend une réathlétisation, un coach sportif, qui ne sont pas censés d'ailleurs faire de réathlétisation, mais qu'un coach sportif te vend quelque chose en te disant oui, avec moi, à la fin de ta réathlétisation, il y a zéro risque de reblessure, c'est soit un menteur, soit quelqu'un qui est persuadé de ce qu'il te dit, mais qui est aussi un menteur. Parce que ça n'existe pas, même avec les personnes les plus compétentes, dont je n'ai pas la prétention d'être, mais les plus compétentes à plus haut niveau, disent qu'il y a toujours un risque qui est généralement, quand c'est très bien fait, entre 5 et 10% de risque de reblessure pour tout sportif. Même un sportif non blessé a un risque de se blesser, donc évidemment un sportif qui a été blessé a plus de chances qu'un sportif non blessé de se reblesser, mais le travail du réathlétisateur, c'est de faire en sorte que ce risque soit le plus minime possible, et c'est en respectant ces critères-là qu'on met le plus de chances de son côté. Pour faire simple, ces petites cases rouges là que tu vois, elles correspondent un petit peu comme au jeu de la roulette russe, donc le jeu de la roulette russe, le pistolet avec les balles à l'intérieur. Plus il y a de cases rouges, plus vous mettez de balles dans votre pistolet. Okay, vous avez un barillet avec 6 balles. Quelqu'un qui reprend avec des cases rouges ou qui n'est pas sûr que les cases soient vertes, orange ou rouges, eh bien, il met toutes les balles dans le pistolet, il en laisse peut-être une vide, il tire et il y a de fortes chances qu'il se reblesse. Moi, mon objectif, et ce qu'on fait quand on travaille, quand j'accompagne des sportifs de haut niveau ou des sportifs amateurs désormais, l'objectif c'est de faire en sorte que dans ce barillet, il n'y ait qu'une balle et que cette balle ce soit le facteur chance ou malchance, ça dépend comment on peut le voir, qui est inhérent à chaque être humain et à chaque pratique sportive. Je vais être clair avec toi, c'est voilà. Mais une balle sur 6 dans le barillet versus quelqu'un qui ne fait pas tous ces processus et qui peut avoir 3, 4, 5, voire même 6 balles dans le barillet. Donc il faut faire en sorte d'en avoir le moins possible. Donc on va faire un petit récap de tous ces piliers. Donc dans les 5 piliers, quand on réunit ces 5 piliers réunis, encore une fois, on a le moins de chances de se reblesser et on peut reperformer. En tout cas, ça c'est une certitude, on peut reperformer. Et à côté de ça, on a le moins de chances possible de se reblesser. Donc la force, test isocinétique, contrôle du LSI, symétrie mesurée. Nécessaire, importante, c'est la priorité. Contrôle postural, proprioception, capacité du corps à maîtriser ses mouvements dans l'espace. Pliométrie, test de saut pour simplifier les choses, voir si on est capable de générer de la puissance et si on est capable, en générant cette puissance, d'avoir une bonne qualité d'atterrissage et de contrôle moteur. Test psychologique en 4. Avec tous les tests, il en existe des dizaines, mais on met généralement les mêmes, qui ont pour objectif de voir là où le sportif a des limitations, là où il se sent le plus à l'aise, là où il se sent le moins à l'aise, pour travailler spécifiquement au niveau de l'étape 5 sur les critères physiques et psychologiques pour l'accompagner étape par étape, pour le remettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc la question, en tant que sportif blessé, si tu regardes cette vidéo, c'est de se dire, ok, combien de ces 5 piliers ont été évalués chez toi, ou chez moi, si tu parles à toi-même. Si la réponse est aucun, un seul, 2, 3, et que c'est pas certain, que ça n'a pas été fait avec des chiffres mesurés, que ça a été fait un petit peu à l'œil, qu'on t'a rien présenté, que t'as pas eu de rapport, qu'on n'a rien présenté à ton chirurgien, qu'il y a des choses vraiment qui ont été faites un petit peu à l'œil, ben c'est pas normal, et tu avances vers ta reprise avec une vision partielle de la situation, et une simple sensation, donc le fait de se sentir bien, ne comblera jamais cet écart. Et encore une fois, pour reprendre cette analogie-là, tu as beaucoup de balles dans ton barillet et c'est dangereux pour ta santé et pour ta pratique sportive. Parce que certes, pour la vie du quotidien, si tu vas trop blesser, par exemple, prenons l'exemple du genou encore une fois avec une rupture du ligament croisé, ok, tu vas trop blesser, tu vas repartir pour 12, 16, voire même 2 ans. Alors c'est très incapacitant pour le sport et même pour ta vie. Parce que concrètement, le travail, ça va être difficile. Si tu veux aller avec des amis faire une activité physique, ça va être compliqué. Si tu veux profiter, faire du ski, du football avec ta famille, si tu es un père de famille et que tu veux jouer avec tes enfants, ça va être compliqué. Donc la reblessure est toujours plus grave que la première blessure. Et la troisième blessure est encore plus grave que la deuxième blessure. Donc là, toi, si tu regardes cette vidéo, que tu te dis « Ok, j'ai été blessé ou je suis blessé »,
et que tu es sportif, même amateur, tu dois te dire, d'accord, je dois absolument avoir fait valider ces 5 piliers. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire très attention à ta pratique sportive, à diminuer, à lever un petit peu le pied de l'accélérateur et à te faire accompagner le plus rapidement possible, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si je te présente ça, c'est pas pour forcément te vendre quelque chose, loin de là, c'est pour t'apporter un petit peu un éveil des consciences et te dire, ok, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je dois faire et voilà ce que je ne dois surtout pas faire. Donc, terminons là-dessus. La réathlétisation, c'est 5 piliers qui donnent une photographie complète et objective de ton corps, bien au-delà d'un simple je me sens bien. J'espère t'avoir apporté suffisamment pour que tu comprennes un petit peu ce que c'est la réathlétisation. On n'est pas rentré précisément dans chaque pilier, dans chaque détail. Ça viendra dans plusieurs vidéos pour aller un petit peu plus loin, pour que tu puisses comprendre plus profondément à quoi correspond la réathlétisation. C'est un domaine qui est très complexe, qui est toujours entre la préparation physique et entre le côté médical. Voilà, c'est quelque chose qui est difficile à rendre digeste pour quelqu'un qui n'est pas du milieu. Donc j'ai essayé de faire le mieux possible en utilisant des mots et des analogies les plus simples possibles, en espérant t'avoir apporté un minimum de savoir et de connaissances par rapport à tes besoins. Et qu'il en soit, n'hésite pas à me contacter si besoin. Moi, j'accompagne encore une fois désormais des sportifs amateurs pour aller plus loin en réathlétisation. Que ça soit avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas un problème, même si je préférerais que ça soit avec moi. Mais si tu ne te reconnais pas dans cette évaluation des piliers, je te conseille forcément de te faire aider. Merci beaucoup et à bientôt.